Voilà, et il faut dire que cette ambiance tranche avec ce que ne cessent de rappeler les religieux à propos de préparatifs, c'est-à-dire ne pas oublier l'aspect spirituel de la chose. Le message semble être bien entendu, le message est bien entendu donc dans les églises de la place, tout est fin prêt pour accueillir le petit Jésus. On revoit ensemble le film des préparatifs avec Viviane Tiendrebego. Les couleurs de Noël à la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand seront principalement le rouge et le blanc. Dès les premières heures de la matinée, les volontaires étaient à pied d'œuvre. Pendant que dans la cour, l'on délimitait les espaces, dans l'église, les centres de travail étaient divers. Au-delà de ces préparatifs physiques de la fête, Noël interpelle chaque membre de la société. Pour les enfants, ce que Dieu demande, c'est quoi? C'est l'obéissance aux parents, le respect aux parents et l'amour du travail bien fait. Par rapport aux femmes, n'oublions pas que la mère de Jésus est une femme, c'est la Vierge Marie, qu'elles essaient toujours davantage de vivre comme la Vierge Marie a vécu, dans la discrétion, dans le silence, dans le travail, dans la prière et dans l'amour de Dieu. Par rapport aux hommes, qu'ils prennent l'image de Saint Joseph, qui, étant un homme juste, a sacrifié un peu ses projets au compte du projet de Dieu. Que les hommes voient un peu comment ils vont faire pour que les membres de leur famille soient heureux. Pour la nativité, voici ce qui est recommandé en plus. S'il y a encore des petits différends que nous avons peut-être pu avoir, qu'on puisse les régler. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est maintenant qu'on peut le faire et que chacun accueille d'abord Dieu simplement dans son cœur en faisant la paix avec ceux qui sont immédiatement à côté de lui d'abord. Cette année, la paroisse universitaire célèbre Noël en s'appuyant sur une des paroles du pape François. Je cite, « Dans l'amour de Dieu, prenons soin des fragilités humaines ». Voilà, c'est un exemple, mais dans l'ensemble, la même ferveur religieuse est constatée dans les églises du Burkina et de Bobo-Dioulasso. Les fidèles chrétiens se sont mobilisés pour accueillir le Messie dans les rues. La spiritualité tient moins de place dans les préparatifs. La venue de Christ fait vendre et les étals n'en demandent pas mieux. Zoom sur l'ambiance des préparatifs de Noël à Bobo-Dioulasso avec Moumouni Barou. À l'instar des autres localités du Burkina Faso, la ville de Bobo-Dioulasso s'apprête à fêter la Noël. Les préparatifs vont bon train et les commerçants mettent les bouchées doubles pour être à la hauteur des attentes des consommateurs. Et en tout cas, ça va, les fêtes là sont bien ambiancées chez nous. Les gens sont fréquentés ici là et tout va bien. Mais les clients ils insistent sur les aliments et le vin. Le lait, le sucre, les pâtes, le vin, l'alcool. Tout. Par exemple, dans ce supermarché, ce ne sont pas les cadeaux qui manquent. Il y en a pour tous les goûts, car la fête de la nativité, c'est avant tout une fête pour les enfants. La fête de Noël, c'est la fête des enfants, mais c'est aussi la naissance de Jésus-Christ qui vient apporter la paix dans le monde. Hier, je suis partie à l'église pour prier. On nous a donné des cadeaux, donc je suis venue à la maison pour jouer avec mon petit frère. Aujourd'hui encore, moi et ma maman, on est venus à Manina Market pour acheter les cadeaux de Noël. Pour ce qui est du choix des consommateurs, cela dépend de leurs moyens financiers. L'essentiel est d'avoir de quoi offrir des cadeaux à leurs enfants les jours de Noël. On est en train de payer les pâtes, du lait pour faire du déguet. Bon, apparemment, les prix n'ont pas augmenté. En tout cas, ici, les prix n'ont pas augmenté. On a l'habitude de payer au même prix. C'est la même chose. Et on va fêter à la maison, on va recevoir les gens aussi. Pour moi, c'est une fête en famille. Donc il faut trouver des cadeaux pour les enfants. On la fête en famille. Tous les points de vente des condiments, de la viande, de la volaille sont bondés de clients. Car la fête de Noël, c'est aussi une fête culinaire. Avec les produits, j'achète des merguez, j'ai acheté du jambon. Ce soir, je vais manger des huîtres, des moules et du saumon. Et puis voilà, on attend le Père Noël. On est venu pour chercher des légumes pour aller fêter demain. Certains hommes sont venus pour faire des emplettes. Ils s'apprêtent tout de même à faire la fête avec certains proches. Je suis venu au marché pour acheter mes petits légumes. Bon, ça c'est une habitude, quoi. C'est pas à cause de la fête. Bon, demain, je suis content. Je rends visite à mes amis catholiques. Je les souhaite bonne fête et joyeux Noël.
Une chose est sûre, la fête a déjà commencé. Et pour réussir cette fête, la prudence est recommandée à tous les usagers de la circulation. Voilà, Noël, fête des tout petits, n'est pas boudée par les plus grands, bien au contraire, que ce soit en famille ou en communauté élargie. La date est ce moment qui vient resserrer les liens entre membres. Vous allez le voir, c'est le cas d'une famille que nous avons visitée à Tinkodogo, le point de Badaniel Kambou. Nous sommes dans la famille David Ouda ici à Tinkodogo. Dans cette famille fortement chrétienne, Noël ne passe pas inaperçu. À quelques heures de la naissance du petit Jésus, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour l'accueillir. Vous voyez que nous sommes en train de décorer au moins la cour, peindre un peu pour que ça soit vraiment une joie. Voilà, tout le monde doit être à la gaieté. On va préparer du riz, du couscous et puis des poulets. Voilà, tout ça c'est la préparation. Et puis on va boire. C'est unanimement reconnu, Noël c'est avant tout la fête des enfants. Dans cette famille David, la préoccupation principale de la maîtresse de maison, c'est de leur assurer un menu à la hauteur de la fête. Je n'ai pas encore fait le marché, mais j'ai déjà prévu tout ce qu'il faut pour que le repas soit bon. En tout cas, la famille va bien manger. Tout comme cette famille chrétienne, l'air est aux préparatifs, chacun à la hauteur de sa bourse. Voyons à présent la fête sous l'angle de la circulation routière. Ça coince par moments à cause des interminables bouchons, sans compter les nombreux accidents. En ces moments, la police nationale porte la casquette de la prévoyance. Le témoignage de Viviane Tiendrebego. C'est un euphémisme de dire que la circulation est difficile ces temps-ci à Ouagadougou. Entre vélos, motos et véhicules à 4 roues, c'est péniblement que les usagers se feraient chacun son chemin. C'est beaucoup plus coincé que les autres jours. Mais pour une période de fête, c'est nettement meilleur à l'année passée en fait. En tout cas, la circulation est vraiment très dense. C'est serré. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez peur avec la sécurité, là, on pense que ça va. Dans cette atmosphère survoltée, la présence des forces de police permet de freiner les incivilités de certains usagers. Ils interviennent à certains moments pour éviter la formation des embouteillages. Dans l'ensemble, beaucoup sont conscients qu'il faut respecter certaines règles dans la circulation. On doit respecter les feux et on doit vraiment circuler prudemment. L'Office national de sécurité routière entend intensifier ses actions en cette fin d'année. Ce que nous prévoyons, c'est des contrôles de sensibilisation. Et naturellement, si c'est nécessaire, on n'hésitera pas à passer à la répression. Mais c'est d'abord des contrôles de sensibilisation sur un certain nombre par exemple sur le port de la ceinture de sécurité. Nous allons mettre l'accent dessus. Comment respecter le piéton en circulation? Nous allons aborder ces questions. Mais maintenant, si c'est nécessaire, comme je l'ai dit, la répression ne manquera pas, surtout l'excès de vitesse. Si je vous dis que, par exemple, il y a des véhicules de transport en commun, en agglomération, qui vous font 114 km/h, vous n'allez pas croire. Les statistiques disent que la fin de l'année est la période où il y a le plus d'accidents de la circulation. Tous espèrent que décembre 2013 dérogera à la règle. Toujours sur le volet circulation, il y a plus de fluidité en perspective dans la régulation. L'Office national de sécurité routière vient de faire don aux forces de sécurité d'un lot de matériel. Une remise qui vient soulager les agents dans leur mission. Sur la cérémonie de remise, le reportage de Kindo Fousseni. C'est un lot de matériel composé de sabots de déveur, de guêtres, de gilets et de parasols, bref, des instruments nécessaires pour la sécurité. Ceci est un don de l'Office national de sécurité routière, ONASER, aux forces de sécurité. Un acte qui vise à renforcer le partenariat entre les deux structures et assurer au mieux la protection des usagers de la route. Ce don traduit
la bonne collaboration qui existe entre les forces de l'ordre et l'Office national de sécurité routière. Et cela permet de comprendre que c'est un combat que nous menons tous, c'est le même combat. Et chaque fois que l'ONASER peut accompagner, il le fera toujours. Je voudrais dire merci aux autorités et aux donateurs de ce précieux don que nous venons de recevoir. Je crois que ça va nous aider plus à bien travailler, surtout en ces temps-ci où l'insécurité routière est grandissante. Je crois que ça nous permettra en tout cas d'avoir un pas de plus sur ce fléau qui en tout cas gangrène notre société. En cette période de fête, ce don est d'une importance sans précédent selon les bénéficiaires. Et l'ONASER dit avoir pris les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des populations. Et puis on regarde au côté gastronomique des préparatifs de la fête. Que seraient ces réceptions et réveillons sans du poulet au menu? L'idée paraît inconcevable et ce n'est pas à Poix que l'on pourra trouver les arguments. La localité vient de tenir la 14e édition de la journée du poulet et comme à chaque édition, le rendez-vous a rassemblé un grand monde. Le témoignage de Yolande Lompo. Aviculteur modèle du village de Louaga, localité située à environ 4 km de Poix, Souleymane Kaboré a démarré son activité en 2011 avec le soutien du PAFASPE. Sa ferme compte près de 400 têtes de volailles, car en plus des poulets, il élève des pintades et dispose d'une couveuse artisanale pour l'incubation. Non loin de chez lui, mais aussi dans le village de Yorguin, vivent deux femmes qui ont compris que leur autonomisation économique passe par la prise en main de leur destin. Et grâce au partage JF qui finance 10 femmes et 10 jeunes dans chacune des 350 communes au Burkina Faso, elles sont devenues des promotrices. Chacune d'elles possède son propre poulailler, mais du fait qu'elles soient à leur début, comme dans toute activité, les difficultés ne manquent pas. Aussi, le ministre des Ressources animales et halieutiques est venu toucher du doigt les réalités et les encourager à aller de l'avant dans la production à grande échelle. Après ces différentes visites, cap a été mis sur Poix. Sur cette aire transformée provisoirement en marché pour 48 heures, hommes et femmes trépignent d'impatience d'accueillir les premiers visiteurs. Nous sommes à la traditionnelle foire du poulet, organisée pour la 14e fois consécutive par l'association Action Vitale afin d'offrir une tribune d'échange aux aviculteurs pour l'écoulement de leurs produits. Notre contribution a consisté à d'abord former, sensibiliser les producteurs en matière de la production de la volaille locale grâce à l'élevage. Et notre grande contribution, comme il dit dans mon discours, nous avons lancé une vaste campagne de vaccination à plus subventionnée pour les producteurs. Et je disais, on avait une estimation de 50 têtes qu'on devait vacciner et l'opération nous était à 75 000. Et pour les encourager à redoubler d'efforts dans l'élevage, certains d'entre eux ont reçu des prix. Les deux meilleurs de la province du Bulkiemde repartent chacun avec une moto, une charrette, un sac d'aliments et une somme de 35 000 francs CFA. À cette fête, la version 2 du référentiel technico-économique pour la mise en place d'une exploitation de poulets de race locale a été officiellement lancée. Il se veut être un recueil d'informations techniques et économiques sur l'élevage du poulet local, un guide pour l'élaboration des micro-projets. À partir d'un noyau de 10 poules, un coq, en 8 mois, une famille peut être sortie de la pauvreté. Nous pensons qu'il faut promouvoir ce genre d'action. Ce que cela appelle de notre part, c'est surtout de voir comment, sur le plan infrastructurel, permettre que la vente du poulet à Poix soit une activité permanente avec une infrastructure, bien sûr, adéquate. Et pour les inconditionnels de la grillade, pas question de rater ce rendez-vous annuel où ces succulents poulets bicyclettes mettent l'eau à la bouche. À quelques jours de la fête de la Nativité et de celle du Nouvel An, c'est également le lieu de faire de bonnes affaires.
Voilà donc qui referme le volet préparatif des fêtes de Noël. Et puis autre volet de l'actualité, le bâtiment a de beaux jours au Faso. Oui, il faut bien consolider les ambitions d'un Burkina émergent que s'est fixé le pays. Bâtiments et travaux publics, la société Mavico, installée à Gonsin, pas loin de Ouagadougou, en fait son créneau. Un exemple qui a retenu l'attention du ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme. Le point de la visite avec Sié Sylvestre Da. Implantée à Gonsin, à la sortie est de Ouagadougou, la SN Mavico fait dans la production des matériaux préfabriqués en béton pour la construction immobilière. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, sur le site ce 24 décembre, est venu témoigner du soutien du gouvernement au projet. Avec sa délégation, ils se sont imprégnés des réalités du fonctionnement de l'usine ainsi que des conditions de travail des employés. Les promoteurs disent opter pour une démarche qualité des travaux et des produits. Comme le nom de Mavico le dit, matériaux vibrés et compressés, donc ce sont des briques vibrées et compressées d'une très bonne qualité, d'une longueur de 50 cm contre 40 cm comme on a l'habitude. Ce sont des briques à double alvéole qui permettent d'améliorer le confort hygrothermique, c'est-à-dire l'échange de température entre l'extérieur de la maison et l'intérieur, et aussi le confort acoustique. Les concours du programme d'appui aux petites et moyennes entreprises et d'un partenaire financier, une banque de la place, ont permis à la SN Mavico de mobiliser 500 millions de francs CFA pour le démarrage de ses activités en 1996. La capacité de production actuelle de l'usine, qui emploie 20 personnes, est de 70 briques par minute et 3000 briques par jour. La qualité des produits qu'ils sortent détermine la qualité des ouvrages que nous prenons et que nous mettons en œuvre pour le compte de l'État ou de ses démembrements. Nous ne ménagerons aucun effort pour les accompagner à travers des prescriptions. Parce que quand on regarde, et surtout le niveau de prix qu'ils m'ont donné tout à l'heure, les écarts ne sont pas très grands. Et quand on regarde au niveau des prix, l'écart n'est pas très grand, mais en qualité, il n'y a pas de commune mesure entre les briques vibrées faites de façon automatique et les briques produites donc de façon traditionnelle comme on avait l'habitude de le voir. Des difficultés, SN Mavico en connaît. Beaucoup de travaux en effet se font encore manuellement le long de la chaîne de production. 250 millions de francs CFA sont nécessaires de l'avis des promoteurs pour non seulement accroître les installations, mais aussi permettre une informatisation et une autonomisation totale de l'usine et ainsi pouvoir répondre aux fortes demandes en termes de quantité et de qualité. SN Mavico, malgré ses 17 ans, reste peu connu. Et le ministre Yacouba Bari d'exhorter les promoteurs à opter pour une meilleure politique de communication. On reste dans le bâtiment. Le premier coup de pioche de l'hôtel du futur, hôtel administratif de la région du Nord, est donné. À ce jour, il faut 9 mois pour que l'infrastructure sorte de terre. La réalisation du bâtiment devrait rapprocher l'administration de l'administré de la localité. On revoit ensemble le film du lancement des travaux en présence du ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme avec Kouroutimi Kagone. La pose de la première pierre exécutée par Sa Majesté Naba Kiba, le ministre Yacouba Bari et les autorités locales donne le top départ des travaux de construction de l'hôtel administratif de la région du Nord. Le plan du bâtiment s'inspire d'un modèle de l'architecture soudano-sahélienne. La bâtisse s'étend sur une superficie de 4 hectares et comprend 50 bureaux, des salles d'archives et de réunions qui seront mises à la disposition de 6 directions régionales. Le coût s'élève à 1 milliard de francs CFA sans les équipements. L'objectif, c'est rassembler le maximum de services administratifs sur le même site dans un bâtiment pour mieux faciliter donc la fréquentation des lieux par les usagers en regroupant les gens. Donc c'est un programme que l'État a initié et l'ambition donc c'est faire en sorte que dans chaque chef-lieu de région on ait 2 bâtiments. Le projet de construction d'hôtels administratifs entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme immobilier lancé le 20 mars 2010 dans la région des Hauts-Bassins. Ce bâtiment-là, c'est pour tous les peuples, c'est pas pour les Athéniens seulement, parce que les fonctionnaires viendront de droite, de gauche. Donc moi, je fais qu'à remercier le gouvernement entier. Nous, à notre temps, nous n'avons pas eu des bâtiments comme cela. Et nous travaillons avec les lampes la nuit pour être à jour. Nous n'avons pas eu d'électricité. Mais nous avons bien travaillé, ce n'est pas pour diminuer les fonctionnaires d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire comme ce que nous avons fait.
La construction de l'hôtel administratif de la région du Nord vient améliorer le cadre de travail des agents de l'État et va rendre accessibles ces services aux usagers. Je suis un maire comblé dans la mesure où c'est la ville qui gagne avec une nouvelle infrastructure et nous saluons vraiment cette action qui est faite par le gouvernement et par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et notre souhait, c'est vraiment qu'on puisse multiplier ce type d'infrastructure. Nous sommes beaucoup de directions régionales au niveau du Nord et qui n'ont pas de locaux propres. Donc ce bâtiment administratif va soulager beaucoup de directions régionales. Ce projet est financé par le budget de l'État. Le député maire invite la population et les usagers à prendre soin de ce bâtiment qui sortira de terre dans 9 mois. Je vous le disais en titre, le calme est revenu à Kaya, un apaisement qui ferait oublier ces moments de vive tension des populations. Petit rappel, les habitants de la ville avaient haussé le ton contre une éventuelle hésitation sur la tenue effective de la fête de l'indépendance de 2015 à Kaya. Le constat sur place avec Maxime Zongo. Au lendemain de la journée mouvementée du dimanche 22 décembre, Kaya a retrouvé son souffle et sa sérénité ce lundi. Le moins qu'on puisse dire, en écoutant les différentes réactions, la tension était vive et l'indignation partagée. Toutes les forces vives, toutes les organisations de la société du Centre-Nord étaient indignées par rapport à cette nouvelle. Voilà pourquoi ce mouvement spontané a été créé pour protester, pour montrer que nous ne sommes pas contents par rapport à cette façon de faire. Comme nous aussi, on a appris l'information comme ça. En tout cas, on n'est pas du tout d'accord. On n'est pas du tout d'accord. Voilà. Tout le monde sont sortis, même les vieilles sont sortis. Parce que c'est vraiment... Kaya dormait, mais on n'était pas mourus. On dormait. Maintenant, nous nous sommes réveillés pour combattre vraiment pour l'avancée de notre province. Les autorités régionales qui se sont aussitôt mobilisées pour trouver une issue apaisée à la situation ont multiplié les rencontres et les appels au calme. De leur côté, la société civile qui entendait rallier le maximum de personnes s'organisait pour amplifier la manifestation tout en insistant sur la nécessité de préserver la paix. Avec les coutumiers, on a pu vraiment les sensibiliser. Le reportage finit en queue de poisson, je pense. Alors, nous allons poursuivre le journal avec Bobo Dioulasso, où les rues de cette ville aussi ont grouillé de monde. Mais pour eux, battre le pavé n'est pas du tout synonyme de protestation. Les populations des Hauts-Bassins appellent plutôt de tous leurs vœux la paix. La paix pour le Faso et pour l'Afrique de façon élargie. C'est une marche à l'initiative de la Fondation Anselme Titiama Sanon. Le reportage de Ahadi Sandamba. Pour la paix, ces élèves et étudiants venus de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins ont répondu à l'appel de la Fatissa, la Fondation Anselme Titiama Sanon. Partis de la place Tiefo Amoro, ils ont donc marché au rythme des responsables de la Fondation. Lentement mais sûrement, au pas de la sagesse du Rondoquin, ils scandaient tous le même slogan. Pour la paix! Pour la paix! Pour la paix! Une fois au gouvernorat des Hauts-Bassins, l'on a présenté un sketch sur le civisme à l'endroit de tous les marcheurs. Enfin vint le moment tant attendu, le message des élèves et étudiants au président du Faso. À vous et à vos pères d'Afrique, cette présence vous exhorte à aider le peuple du Burkina Faso et les peuples frères d'Afrique à construire une paix durable dans nos pays. Mais avant de remettre le message, une bougie a été allumée et remise en même temps. Un message qui sera remis à qui de droit, rassure le haut-commissaire représentant le gouverneur. Et pour marquer leur adhésion à la cause, les autorités locales ont, avec les responsables de Fatissa, lâché des colombes blanches, toujours avec la bougie allumée, symbole de paix et de prospérité. Cette marche pour la paix met ainsi fin aux 48 heures d'activité de la Fatissa, la Fondation Anselme Titiama Sanon pour la culture, la paix et le développement.
Voilà les vœux de la population des Hauts-Bassins pour la paix en Afrique et au Burkina. Et puis on regarde à présent cette actualité. Le maire de la ville de Ouaga fait le point de 9 mois de gestion, un bilan face à la presse pour l'année à venir. L'équipe communale vise d'autres chantiers. Le point de la rencontre avec Adama Koulibaly. À la tête d'un conseil municipal de 254 conseillers, Kazmi Marin Ilboudo, maire de Ouagadougou, a pris officiellement fonction le 12 mars dernier. 9 mois après, le maire fait un premier bilan face aux journalistes. Au nombre des acquis, l'augmentation de la rémunération de la brigade verte, l'appurement des arriérés de la mairie de plus de 2,40 millions de francs CFA, des rencontres avec tous les acteurs des différents secteurs économiques pour mieux recadrer ces activités. C'est un processus. Nous avons dit dans un premier temps, la première phase consistait à une rencontre avec les acteurs pour éviter que l'un ou l'autre ne dise pas un jour nous ignorons l'existence d'une réglementation. C'est pour cela que nous ne nous sommes pas conformés. La deuxième phase consiste pour nous à avoir une maîtrise, un inventaire de l'existant. Et avec les maires d'arrondissement, nous sommes à ce stade-là. Le recensement de l'ensemble des détenteurs, gérants de caves, débits de boissons, restaurants, ensuite occupants du domaine public, tous les acteurs économiques seront recensés. La troisième phase consistera à bannir le muscle, comme vous le dites. Et je vous donne rendez-vous pour le premier trimestre de 2014. Pour mettre en œuvre son mandat, le conseil municipal a défini 13 axes stratégiques. Pour l'année 2014, avec un budget de 24 milliards 567 millions de francs, il est prévu la construction des sièges des mairies d'arrondissement pour 200 millions de francs CFA et le premier module du siège de la police municipale pour 150 millions de francs. Pour ce qui est du volet eau et assainissement des quartiers périphériques, plus de 100 milliards d'investissements sont attendus, financés essentiellement par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et l'Office de l'eau et de l'assainissement. Pour 2014, les organes de contrôle administratif veulent encore plus de rigueur dans leurs actions. C'est l'une des conclusions à retenir de la dernière session ordinaire de l'année qui vient de se tenir. La rencontre a aussi fait le bilan des actions passées. Le point avec Claudine Bikaba. Le cadre de concertation des organes de contrôle administratif a pris fin à Koudougou ce 20 décembre. Initié par l'Autorité supérieure de contrôle d'État ASE, ce cadre a réuni les inspecteurs techniques du Burkina, la Cour des comptes, la cellule nationale de traitement des informations financières, la structure chargée des marchés publics ainsi que du contrôle financier. Faire le bilan de l'année 2013, des activités que tous les corps de contrôle de l'ordre administratif ainsi que les observateurs ont pu mener au cours de l'année. Donc nous avons vu que les programmes que nous avions arrêtés ont été exécutés dans des proportions très satisfaisantes. Par ailleurs, nous avons pu arrêter également les activités que nous allons mener au cours de l'année à venir, c'est-à-dire 2014. Le premier responsable de l'Autorité supérieure de contrôle d'État se dit satisfait à la fin de cette session. Ça a été une très bonne session parce que, indépendamment des dossiers que nous examinons, c'est une occasion qui permet vraiment de renforcer les liens de collégialité entre structures de contrôle. Tout cela participe du renforcement de la synergie des actions au niveau des structures de contrôle. Les organes de contrôle jouent un rôle important dans la promotion de la bonne gouvernance, selon Henri Bruno Bessin, et c'est dans le but de mieux sauvegarder le patrimoine de l'État que se tient chaque année ce cadre de concertation. À l'occasion, des cadeaux ont été remis aux retraités de ce corps. Dans les rangs des questions de formation professionnelle et de l'emploi, c'est aussi la cloche du bilan qui sonne le point des actions passées pour mieux orienter celles à venir sur la session 2013 du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle, le point de Lazare Pouya. Lors de leur dernière session de 2012, les membres du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle avaient suggéré un certain nombre d'actions à entreprendre pour promouvoir l'emploi au Burkina Faso. Un an après, qu'est-ce qui a été fait? C'est à cette question que les participants à cette session
devrait tenter d'apporter des réponses. En plus de ce questionnement, il devrait être informé des grandes conclusions du colloque national sur l'emploi tenu à Ouagadougou il y a de cela quelques jours et qui a proposé une feuille de route pour la promotion de l'emploi dans notre pays. Le colloque a permis donc de relever les insuffisances au niveau donc de la formation professionnelle appliquée dans notre pays. Et partant donc des échanges, une relecture de notre politique qui est ancienne d'un certain nombre d'années va être revue afin que des adaptations permettent donc une meilleure application pour davantage permettre le développement donc de l'emploi au niveau de notre pays. Les questions d'emploi étant transversales, le Conseil est constitué d'acteurs du public, du privé, des organisations de la société civile ainsi que des partenaires au développement. Une de ses missions est d'être un organe de veille et de proposition d'actions fortes et vigoureuses pour plus d'emplois au profit des populations burkinabées. On fait aussi le bilan de la lutte contre la malnutrition des enfants au Burkina, un bilan examiné sous l'angle de la législation. C'est le réseau des parlementaires pour la promotion des droits des tout-petits qui mène l'action. Les précisions avec Sylvain Vebamba. Le réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant, REPRODEN, entend booster la lutte contre la malnutrition au Burkina. Après avoir rencontré des départements ministériels impliqués directement ou indirectement dans ce combat, le réseau a fait le point de ces échanges au ministère en charge du budget avec qui les problèmes ont été évoqués. Il y a des problèmes de coordination. Des problèmes de coordination pour qu'il y ait un programme, un point focal qui prenne en compte un peu l'ensemble donc, des problèmes qui sont dans les différentes directions, dans les différents services, dans les différents programmes, pour que le problème de malnutrition là, soit cerné au mieux. Dans l'ensemble, on note beaucoup d'efforts accomplis par le gouvernement, même si du point de vue de la coordination, beaucoup reste à faire. Le réseau a souhaité que le ministère de l'économie et des Finances puisse les appuyer pour pouvoir mettre en place une stratégie et surtout pouvoir allouer des ressources conséquentes au profit de ces différents ministères pour leur permettre de lutter contre ces fléaux. Un rapport à brûle-pourpoint qui invite les acteurs gouvernementaux et les parlementaires à conjuguer leurs efforts pour venir à bout du fléau. Le problème financier est une question à résoudre. C'est pour cela que nous avons fait ce compte-rendu et nous souhaitons véritablement que la question de la malnutrition soit également au niveau du ministère de l'économie et des finances adressée comme une priorité des priorités. Ces missions d'information en direction de 8 départements ministériels préparent une rencontre de plaidoyer sur la prise en compte de la lutte contre la malnutrition dans l'élaboration des budgets des différents ministères impliqués dans cette lutte. Le début de l'année qui s'annonce est propice aux vœux et le Conseil burkinabé des chargeurs s'essaye à des formulations plus de fluidité dans les conditions de passage des marchandises du Faso dans les ports de desserte. La question se fait pressante à telle enseigne que le Conseil avait instruit une étude sur le dépouillement, le point de Kadi Sanogo. La principale préoccupation pour un chargeur est la maîtrise de l'amélioration continue des conditions de passage portière de la marchandise. Le port constitue le maillon central de la chaîne internationale de transport, tant pour un pays sans littoral que pour un pays côtier. Cet atelier de validation de l'étude sur l'évolution des conditions de passage des marchandises du Burkina Faso dans les ports de desserte réunit des experts venus du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Burkina. Cette étude va faire d'une part l'état des lieux des conditions de passage des marchandises par les ports de transit et d'autre part relever les difficultés rencontrées. Les objectifs visés pour le chargeur là, le port c'est le maillon central. Quand vous faites une importation, tout passe forcément par le port. Il est donc capital, incontournable si vous voulez, de maîtriser les conditions du passage portier, de lutter pour une amélioration. Parce que je crois depuis les années 2000 là,
au niveau de tous nos ports de transit, les activités commerciales, la manutention, le stockage, et un certain nombre d'activités ont été confiées à des privés. Autrefois, ils étaient exercés par l'autorité portière. Depuis qu'on a confié à des privés, nous avons assisté donc à des augmentations souvent incontrôlées des coûts, des délais, des coûts. À ce niveau, on pourra, comme autorité porteure, voir comment pouvoir intervenir pour assurer que là où les coûts sont beaucoup plus élevés, on cherche à voir comment pouvoir chercher à les diminuer. Et s'il s'agit aussi des prestations qui ne sont pas de la qualité requise, on va pouvoir chercher à s'améliorer. Pour le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, cet atelier de validation revêt une grande importance pour notre pays. Le plan d'action qui en sera issu, mais je pense que les opérateurs économiques, tous les acteurs de la chaîne de transport, les chargeurs et les populations, mais si nous arrivons à réduire tous ces coûts, à faire en sorte que la marchandise arrive dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de sécurité, je crois que tout le monde pourra en bénéficier. Sans cela que cette étude elle est extrêmement importante pour le Burkina et l'ensemble des pays de la sous-région. À la fin de cette rencontre, un plan d'action sera mis en place par l'ensemble des acteurs de la chaîne de transport pour améliorer les conditions de passage des marchandises. Question de transport, toujours, les vendeurs de véhicules d'occasion du Burkina cherchent une meilleure place sur le boulevard du développement du Faso. La question a fait l'objet d'une assemblée générale qui a réuni les membres à Ouagadougou et le point est de Godefroy Bazier. Pour leur première assemblée générale, les vendeurs de véhicules d'occasion du Burkina se sont fortement mobilisés autour de leur bureau national. Ce secteur d'activité qui a connu un développement prodigieux ces dernières décennies contribue pour plus de 36 milliards de francs CFA au budget de l'État chaque année. C'est pour renforcer leur secteur que les vendeurs de véhicules d'occasion ont initié cette concertation pour évoquer leurs préoccupations. La principale préoccupation concerne le nouveau système d'évaluation des véhicules d'occasion de Cotec mis en place par le gouvernement. Dire que nous sommes un maillon essentiel et que nous sommes un maillon très important et ne pas nous associer dans cette étude de projet, nous pensons que ça déjà c'est un mécontentement. Mais il y a le fait aussi que la mise en place aussi, jusqu'à là, par rapport à la simulation qui nous a été donnée par la douane, nous constatons que si réellement c'est ce qui va être appliqué, ça ne va pas. Parce que quand vous prenez un exemple d'une Toyota RAV4 de 2002 où nous la dédouanons à 800 000 francs. Aujourd'hui, avec le nouveau système, s'il va avoir lieu, ce 800 000 va se multiplier par 3 parce que ça ira à plus de 3 millions. Donc le système aussi, je pense que le système n'est pas adapté à notre contexte. Les vendeurs de véhicules d'occasion espèrent que leurs doléances seront prises en compte afin que leur secteur ne connaisse pas des soubresauts préjudiciables à sa bonne marche et comptent sur l'accompagnement des autorités dans la réalisation de leurs activités. De la romance, des soupirs, des déceptions, de la joie aussi, des séquences dignes de séries télé et nous y sommes. C'est dans le feuilleton Charme et Chagrin que vous verrez bientôt sur le petit écran. La série est en tournage pour le moment et réunit sur le même plateau technicien de la télévision nationale du Burkina et de la Côte d'Ivoire, une mutualisation des efforts pour symboliser la coopération entre les deux organes de presse étatiques, le point de Moumouni Soubega. À l'image du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, les chaînes publiques des deux pays, la RTI et la RTB, entretiennent des relations de coopération. Après avoir signé une convention en août dernier à Gawa, l'heure est à la mise en œuvre. Les deux chaînes envisagent de réaliser ensemble la série Affaires publiques et un documentaire intitulé La Noix de l'intégration. Mais avant, un feuilleton de 104 épisodes, Charme et Chagrin, est en cours de réalisation sous l'égide de la RTB et de la RTI et en collaboration avec Éclat Production de Julie Ouattara Guéguessi, dont l'équipe de tournage a reçu la visite d'encouragement du directeur général de la RTB, accompagné de la directrice commerciale et du marketing. D'abord, une histoire de sentiments. D'un groupe de femmes qui ont été déçues par la vie, qui ont décidé de créer un club pour se venger des hommes.
Voilà, c'est des choses qui sont courantes dans la vie, qu'on rencontre, mais on a essayé d'agrémenter avec des sous-histoires. Sur le plateau du tournage, des comédiens et techniciens des deux pays travaillent en tandem et dans une ambiance bon enfant. La relation avec les techniciens burkinabés, ça se passe correctement, tranquille. Surtout le réalisateur et puis M. Séverin, qui est le directeur photo, M. Codinis, qui est le script. Franchement, c'est parfait. Bon, la collaboration vraiment avec les Ivoiriens est très bonne parce qu'on avait un peu de matériel de Burkina Faso. On a pris un peu de matériel ici, qu'on travaille, de lumière surtout, qu'on travaille. L'ambition de la RTB et de la RTI, c'est de travailler à promouvoir l'intégration et le renforcement des relations entre les deux peuples liés par l'histoire et la géographie. Et avant d'Irigaye Ouagadougou, le directeur général de la RTB s'est imprégné du système de fonctionnement de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Les salles de montage et plusieurs autres services de la RTI et E2 ont reçu la visite de la délégation de la RTB présente à Abidjan dans le cadre des 50 ans de la RTI. Et puis, sur les pas de nos us et coutumes, nous avons rencontré pour vous le Bagraga. Inutile de chercher le sens dans la langue de Molière, il n'y est pas. Bagraga, en moré, se traduit littéralement par marché des voyants. C'est une cérémonie coutumière pour initier. Notre réalisateur Yemdaogo Kafando a pu capter quelques moments marquants de la cérémonie et en voici un extrait. À entendre les Bagba, l'air pratique, le Bagré relève véritablement du sacerdoce. Mie pa gagné de gars quoi ça pas barbe te roto ne zal ti o mam pa gagné pa ro ren mie pa gagné yam sa dik bakala yam da fulam mana ay ndak dik bakala ni sam. Voilà, tout un monde que vous pourrez mieux découvrir. L'intégralité de ce grand reportage vous sera proposée à l'issue de ce journal. Voilà qui referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bonne fête par avance avec toute l'équipe de la réalisation. Bonsoir, nous vous retrouvons demain.